Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour une nouvelle partie de notre entretien avec Dominique Vermorel. Dominique Vermorel, bonjour. Bonjour. Vous êtes compagnon tailleur de pierre. Nous avons, dans une première rencontre, parlé de la formation des compagnons et de toutes les années autour desquelles elle est organisée. Dans un deuxième entretien, nous avons parlé de votre travail à Rodez et plus particulièrement à la cathédrale de Rodez. Et dans cet entretien, je vous propose maintenant que nous parlions de la restauration d'un château Renaissance, qui est d'ailleurs pas très loin de Rodez, à peu près à 25 km, qui est le château de Bournazel, dont nous avions il y a quelques semaines reçu les propriétaires. Alors, simplement, pour rafraîchir la mémoire de ceux de nos auditeurs qui avaient écouté cet entretien avec Martine et Gérald Darlin, les propriétaires susnommés, est-ce que vous pouvez nous redire quel était l'état du lieu quand vous l'avez découvert ? Ce lieu qui était une maison de retraite, c'était très anachronique. C'était très curieux de voir ces pierres qui mouraient, qui étaient en désuétude un petit peu partout. Je revois ces poubelles qui étaient devant l'aile Renaissance. Je revois quelque chose de triste, mais j'ai cette architecture qui était magique, magnifique, mais ce château était vraiment à l'abandon. Et de se dire, je l'avais découvert, ça a été un de mes premiers chantiers d'ailleurs, quand je me suis mis à mon compte en 88. J'avais travaillé sur le Châtelet d'entrée, j'avais restauré, et quand je voyais ce château, on me disait, mais c'est quand même dommage de le laisser partir comme ça. Et c'était une maison de retraite, donc très abîmée à l'intérieur, puisque pour toutes les commodités, il y avait des ascenseurs, ils avaient percé, ils avaient monté des murs, des cloisons, ils avaient cassé. L'architecture extérieure était restée en place, mais très très abîmée, mais l'architecture intérieure était complètement partie, quoi. Et puis un beau jour, le château est racheté avec sur les instances de l'architecte des bâtiments de France, qui a réussi à convaincre des propriétaires privés d'un autre petit château, enfin petit par rapport à Bournazel, d'acheter Bournazel. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a un appel d'offres où vous connaissez déjà les propriétaires, puisque là, ce sont des personnes privées, donc elles peuvent embaucher qui elles veulent. Oui, je connaissais les propriétaires puisqu'ils avaient racheté un château dans le sud de l'Aveyron vers Saint-Affrique, le château d'Esplat, et j'avais participé à une restauration pendant quelques années. Donc on avait déjà appris à se connaître avec monsieur et madame Arlin, où il s'était passé une belle aventure, parce que c'était un château médiéval avec ses 4 tours. Il y avait une restauration, ça avait rien à voir au niveau de l'architecture, mais pour moi, j'ai découvert aussi les gens, et eux m'ont peut-être aussi probablement découvert aussi, mais j'ai trouvé des gens qui avaient une culture, un savoir et une envie. Et ils allaient jusqu'au bout de leur envie, parce que quand on a restauré l'extérieur de ce château de Bournazel et l'intérieur, eh bien derrière, ils le meublaient. Derrière, il y avait des tableaux. Derrière, il y avait de la musique. Ils organisaient des concerts. Il y avait quelque chose d'assez exceptionnel avec ces gens, où on a appris à se rencontrer. On a appris on se voyait, je me souviens, c'était les samedis, une fois par mois, ils descendaient de Paris. Moi, je montais, je venais on faisait une réunion ensemble, et il s'est passé quelque chose. Et quand l'architecte des bâtiments de France m'a dit, monsieur et madame Arlin vont acheter le château de Bournazel, et que monsieur Arlin, je l'avais eu au téléphone, il me disait, mais comment c'est à l'intérieur? Est-ce que vous croyez que... J'ai dit, il y aura sûrement des choses, mais il faudra déshabiller l'intérieur, il faut essayer de retrouver un peu la structure, et voilà. Mais c'était une rencontre avec ces gens, et de savoir qu'ils allaient participer à cette aventure de Bournazel. Je ne savais pas jusqu'où ça irait, mais c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est allé, c'est presque fini. Je pense que ça ne sera jamais fini. Il y a toujours un petit quelque chose. Mais enfin, ça a énormément évolué. Comme vous l'avez dit, ça n'est pas seulement la restauration de la structure, c'est pas simplement une restauration extérieure, c'est aussi une restauration à l'intérieur, avec mobilier, décoration, etc., etc. Et puis de quoi faire vivre ce bâtiment, notamment à travers la musique, mais aussi à travers des rencontres savantes, plusieurs fois. Il y a déjà eu plusieurs fois des rencontres autour de ces questions du patrimoine et de la restauration. Mais comme travail de restauration, c'est pas tout à fait un travail ordinaire. Je veux dire que vous n'avez pas seulement à réparer, vous avez aussi
à gamberger, à imaginer, d'une certaine manière, à faire quelque chose qui est presque proche du travail de l'architecte, et pas seulement du tailleur de pierre, où je me trompe. Ouais, ça a été une expérience assez bouleversante pour moi parce que bon, il y avait mon métier de restaurateur que j'avais appris sur mon tour de France, que j'ai peaufiné autour de mes voyages. On a eu la façade ouest, on a commencé la façade de Serlio qui était sur la cour, qui était très abîmée pendant 2 ans. On a restauré comme on devait avec notre savoir, de changer une pierre, de consolider, de ces travaux de recherche. Et puis après, il y a eu ce moment des voûtes qu'on a dû créer derrière, où là, il y a eu un bouleversement pour moi aussi important, parce que de refaire des voûtes sur 25 mètres de long, 8 mètres de large, empiler de la pierre, j'ai retrouvé cette âme de bâtisseur que j'avais un petit peu perdu ou enfoui au fond de moi en tant que restaurateur de cathédrale ou restaurateur de patrimoine. Et là, ça m'a dévoilé quelque chose d'important, un peu sur moi-même et puis sur les équipes, de mettre une grue et d'empiler du caillou quelque part, parce que quand on fait une voûte, eh ben on met des coffrages, on pose les pierres, on pose des dalles, on refait les enduits intérieurs. Alors on était sur la première aile, on a restauré l'aile. La restauration devait s'arrêter là, puisqu'on devait contreventer cette façade ouest qui déversait, la restaurer. Et on a trouvé beaucoup de choses intéressantes, parce que en faisant un drain et quelques travaux, eh ben on s'est aperçu qu'il y avait un tympan, une porte, quelque chose. Et là, il y a eu quelques fouilles archéologiques qui se sont faites, et on s'est aperçu qu'il y avait une porte et un ancien escalier. Et on a retrouvé un tas de pierres qui étaient éboulées dedans. Et l'architecte qui était en mission et qui a suivi tout ce chantier, Monsieur Voincher, architecte en chef et un ancien inspecteur des architectes des monuments historiques, a dessiné sous la demande de Monsieur et Madame Arlin un projet et a proposé une restitution de l'escalier. Oui. Et de restitution en restitution, il y a une aile qui s'était totalement effondrée, enfin dont il ne restait que les pierres de façade, voilà, qui a été redressée, entièrement, là pour le coup, restaurée sur 3 niveaux, avec la charpente, le toit et toutes les circulations à l'intérieur. Et là, votre intervention consiste en quoi précisément ? Bien, l'intervention, ça a été de trouver déjà la pierre localement. Donc, Monsieur et Madame Alain, il se trouvait que chaque année venait visiter aux gens du village le château et l'évolution des travaux. Et on a posé la question aux gens du village s'ils connaissaient les carrières. Et là, il y a plusieurs anciens qui sont venus me voir en me disant « Mais non, la carrière, elle est là. Non, elle est à tel endroit. » Donc, on a fait le tour et on a retrouvé une carrière qui était tout à côté. Donc, on a pu réouvrir cette carrière, extraire de la pierre et faire une première restauration. Donc, quand je dis on a refait ses voûtes, on a reconstruit, on a retrouvé ce côté de bâtisseur, on a rebâti, et ça a consisté à plus de 3000 mètres cubes de pierre de taille, 600 mètres cubes de pierre sculptée. On est venu dans un chantier où j'avais une moyenne entre 20 et 25 personnes à temps plein sur ce chantier-là. Et pendant plus de 10 ans, puisque ça fait 14 ans qu'on travaille, 15 ans maintenant qu'on est sur ce château-là. Donc, ça a été un côté de recherche, de travail, de dessin. Et quand ça a été validé par la Commission supérieure des monuments historiques à Paris, de refaire l'escalier, ça a été fabuleux, parce que ils ont dit OK, mais à condition de faire l'anastylose. L'anastylose, c'est la restitution. Il fallait prendre les vestiges. On avait trouvé 600 vieilles pierres de vestiges qui étaient cassées, qu'il fallait pouvoir remettre à l'intérieur. Donc, ça nous a permis de relire complètement l'architecture. L'architecte en chef avait fait une grande trame du dessin de l'ensemble, puisqu'on voyait, on avait des anciennes gravures, on savait comment était l'escalier. Mais nous, avec l'appareilleur qui est dans l'entreprise, l'appareilleur, c'est celui qui fait tous les
les dessins d'architecture, la stéréotomie. La stéréotomie, c'est l'étude de coupe de pierre dans l'espace. C'est de comprendre, c'est les pénétrations, c'est de la géométrie descriptive. Donc, l'appareilleur a retrouvé chaque pierre. Et il venait dans mon bureau en me disant, tiens, Dominique, je vois où elle va. Celle-ci, elle va à tel étage. Donc, ça change un peu l'architecture là. Donc, on faisait le dessin, on faisait le travail et on l'envoyait à l'architecte. On avait des échanges, on le faisait voir au client et on est sûr, malgré que ça a été une grosse restauration, mais on est sûr de ne pas s'être trompé puisqu'on a remis les pierres en place. Donc, on avait une lecture précise de tout cet escalier qu'on a rebâti. Et c'est ça qui a dû être validé par la commission supérieure. Oui, parce que c'est quand même très rare au XXIe siècle d'accepter cette restitution de l'aile et de l'escalier, mais avec une telle exactitude qu'effectivement c'est très surprenant, quoi, d'avoir été jusqu'au bout. Et c'est ce que voulaient les propriétaires, et ils se sont donné les moyens, et l'État les a suivis aussi pour aller jusqu'au bout de cette restauration. Non loin du château de Bournazel, il y a un autre château, le château de Belcastel, qui était la propriété de Fernand Pouillon, l'architecte qui a eu une heure de gloire comme architecte et une heure de notoriété pour des ennuis avec la justice, qui d'ailleurs ne s'est pas montré très juste à son égard, mais enfin, ce n'est pas exactement mon sujet. C'est une restauration très différente. Parce que là aussi, on est parti d'une ruine pour remonter entièrement un château. Même encore plus une ruine que Bournazel. Bournazel, il restait des façades, quelquefois avec tout était écroulé derrière, mais à Belcastel, il restait presque rien. Comment vous raconteriez la restauration qui a été faite à Belcastel ? Fernand Pouillon est un personnage particulier. C'est comme ce côté et artiste et architecte et entrepreneur, il avait il a les trois quelque part. Donc, il a été un peu l'homme orchestre à lui à faire un peu à son idée cette restauration-là. Que Bournazel, c'est quand même un petit peu une opposition un petit peu dans la restauration, parce que bon, on a les architectes, il y a les commissions des monuments historiques, il y a les entreprises reconnues. Donc, il y avait un côté beaucoup plus collégial. Et là, effectivement, Fernand Pouillon, comme il a entrepris sa vie, comme il a fait ses œuvres aussi, hein, quand on voit ses écrits, c'était quelqu'un qui était haut en couleur et qui a mené sa vie et qui a mené sa restauration comme lui le voulait. Oui, je crois qu'il faut expliquer, disons qu'il faut préciser plutôt qu'expliquer que l'approbation de la commission supérieure, nationale supérieure, enfin, il y a toujours des adjectifs et non plus pouvoir, des monuments historiques, est nécessaire si on veut bénéficier de la défiscalisation qui s'attache à la restauration des monuments historiques. Mais si on est, comme Fernand Pouillon, décidé à faire les choses à sa manière et avec son propre argent sans rien demander à personne, on n'a pas besoin d'être béni par aucune commission d'aucune sorte. Et c'est ce qu'a fait Fernand Pouillon en faisant venir d'ailleurs beaucoup d'ouvriers d'Algérie. C'est ça. Où il avait lui-même construit beaucoup, et parce qu'il trouvait que c'était, au fond, que leur façon de travailler était ce qui se rapprochait le plus de la façon de travailler de l'époque de l'édification de ce château, qui est un château médiéval, si je me souviens. Tout à fait. Mais effectivement, remis les choses dans leur contexte et avec les gens avec qui il a travaillé, c'était une restauration qui est entre cette ruine réhabilitée, où il a été jusqu'au bout de sa propre restauration avec ses propres salariés. Moi, je trouve qu'il a sauvé aussi cet édifice, mais dans un contexte bien différent. Donc, c'est vrai que c'est des choses très différentes dans la mesure quand c'est ni classé ni inscrit. Effectivement, les propriétaires construisent. Il y a un permis où ils font ce qu'ils veulent selon le permis qui sera délivré, effectivement. Alors, je reviens à Bournazel où les travaux sont pratiquement terminés aujourd'hui après ces 14 ans. L'une des particularités de la restauration, c'est que pour le souci des propriétaires étant de faire vivre ces vieilles pierres, et pas seulement de les avoir restaurées, y compris avec des pierres neuves sorties de la carrière dont vous avez parlé, le souci des propriétaires étant de faire vivre le lieu, ils ont souhaité qu'il soit installé un auditorium d'à peu près 120 places, je crois. Oui. Dans le processus de restauration, comment s'est installé cet auditorium? Bien, c'était délicat. C'était le
le vouloir de Monsieur et Madame Marlin d'avoir cet auditorium, il a voyagé dans l'espace parce qu'on savait pas. Au début, il serait dans la grange et puis derrière un chemisage de pierre, c'est-à-dire un double parement de pierre, on a retrouvé le mur d'origine du château médiéval qui reliait les tours. Et derrière ce mur qu'on a restauré parce qu'il était vraiment très très abîmé, puisqu'ils avaient fait carrément une deuxième fourrure. Ils avaient refait des pierres devant. Et là, en faisant un sondage, un jour, on s'est aperçu qu'on avait un très gros appareillage et des très belles pierres derrière. Donc, on l'a restauré. Et c'est là où ça a donné l'idée à l'architecte en se disant, mais pourquoi il se ferait pas un auditorium derrière? Et j'ai peut-être trouvé la place et il l'a dessiné. On a changé. Il voulait faire l'entrée par une des tours médiévales, et moi en réunion j'ai proposé de l'inverser de l'autre côté puisqu'il y avait l'escalier qui arrivait. Je dis à Monsieur et Madame Marlin, tiens, ça serait peut-être bien de l'avoir plutôt de ce côté, et ça s'est fait comme ça. Ils ont fait le dessin, ils l'ont fait passer aussi bien sûr pour le faire valider, et il s'est entrepris quelque chose d'un petit peu incroyable dans un monument historique, puisqu'il s'est enterré un auditorium au pied de la cour. Alors, ce petit village de Bournazel, où vous avez passé presque 15 ans maintenant à venir, j'aimerais qu'on conclue notre conversation là-dessus. Comment l'avez-vous vu évoluer en même temps que le château lui-même évoluait, attirer des visiteurs et donner à ce village une notoriété, certes relative, mais totalement neuve? Ben, les citoyens de Bournazel étaient un petit peu étonnés. Ils savaient pas jusqu'où irait cette restauration et qui était Monsieur et Madame Marlin et ce qu'ils feront de ce château. Mais quand ils ont compris, d'année en année, avec la gentillesse de Monsieur et Madame Marlin qui les invitait pour leur faire voir les travaux, pour leur faire voir un petit peu l'évolution, ils ont compris. Pour certains, ils se sont dit, mais il se passe quelque chose. Ils avaient un joyau dans leur cour, pour ainsi dire, dans leur cœur de village, sans le voir tous les jours. Ils l'avaient un petit peu oublié, de le voir se restaurer, de voir même au niveau des maires qui se sont succédés, ils ont vu une évolution et se sont dit, mais c'est vraiment important. Et quand on voit maintenant l'évolution des villageois en faisant des chambres d'hôtes, des gîtes, ils se sont dit, il faut qu'on se mette aussi dans ce côté d'accueil, puisque maintenant, Bournazel, d'année en année, devient de plus en plus visité. Il est visité pour son côté architectural, mais ses jardins, c'est des jardins qui sont fabuleux. On a une adéquation entre le côté architectural et végétal, où on a une harmonie, on a une douceur, on a une poésie sur la structure, sur la sculpture des façades et dans les jardins, qui fait un ensemble. Plus au milieu de tout ça, cet auditorium avec des concerts, avec des choses qui se passent là, on a un univers culturel dans Bournazel que les villageois se sont appropriés en se disant, maintenant, on a la chance. Alors, certains, il y aura toujours des opposants, comme tout projet, mais la plupart des gens ont vu ce qu'est devenu Bournazel et le château de Bournazel. Il y a une chose qui est frappante, c'est que même l'organisation du village a changé. La manière dont la place qui est en pied du château est maintenant aménagée. Oui. Quand on a connu le château avant la restauration, je dirais même avant, ce qui est mon cas, avant le rachat par Monsieur et Madame Marlin, le château et le village étaient complètement séparés. On avait l'impression que le château avait été posé là, puis le village vivait sa vie à côté. Et de restauration en restauration, finalement, le village et le château se sont reliés l'un à l'autre, ce qui est aussi, je trouve, un élément intéressant de ce qu'est une restauration. C'est pas seulement le bâtiment qui est restauré, c'est beaucoup d'autres choses autour. Si vous êtes d'accord avec avec ce point de vue. Tout à fait, parce que c'est vrai que l'entrée a été à un moment donné sur un ancien tour de ville, était presque à l'extérieur. Et là, par des réflexions avec toute la population qui avait été conviée, de se dire, mais comment pour associer le village au château, eh bien, il s'est fait l'accueil
dans la cour du village qui fait partie du château. Et maintenant, les gens viennent au centre-ville et ça a changé ou ça a repris cette disposition initiale. On ramène les gens au centre-ville de Bournazel, effectivement. Dominique Vermorel, merci. J'espère que nous avons incité nos auditeurs à aller voir la cathédrale de Rodez et du coup le château de Bournazel. Et au passage, ils pourront aussi s'arrêter. Ils ne manqueront pas de s'arrêter au musée Soulages et au musée Fenaille, dans lequel se trouvent les fameuses pierres levées sculptées qui ont, l'a-t-il toujours dit, inspiré Pierre Soulages. Et je vous remercie aussi d'avoir fait mieux connaître le métier de tailleur de pierre, ou plus précisément de compagnon tailleur de pierre. Dominique Vermorel, merci. Merci.